Il y a 15 ans, des tombeaux sont arrivés partout sur Terre d'un jour à l'autre. Dans les tombeaux, il y avait différentes choses. Ces choses étaient des reliques. Les reliques ont bouleversé le monde. Elles donnent à leurs propriétaires tous les pouvoirs possibles. Et du coup, absolument tout le monde s'est mis à chercher des reliques, et notre héros aussi. Et il a d'ailleurs réussi à acquérir une relique très puissante, c'était une relique archéologique. Grâce à elle, il a pu avoir de nouveaux pouvoirs lui permettant de tout recommencer. Sauf qu'avec le temps, les gens qui ont récupéré la plupart des reliques ont créé une nouvelle société où personne d'autre ne pouvait les utiliser. Notre héros a donc dû obéir à ces gens. Mais grâce à la puissance de sa relique archéologique, il a pu devenir employé d'une grande entreprise. Le travail consiste à faire des raids sur des tombeaux. Et ses talents de chercheur professionnel lui ont permis de trouver des reliques dans des tombeaux interdits. Il était fier de ce qu'il avait accompli en tant que voleur de tombeaux, et son boss est même devenu l'homme le plus puissant du monde. Mais il réalisa que plus tard que ce travail était un piège dirigé par son boss. Et actuellement, notre protagoniste qui l'avait toujours servi fait face à un monstre qui l'a blessé. Cet énorme serpent lui a même coupé les deux jambes. Et alors qu'il est sur le point de mourir, il entend des voix. Un corbeau arrive et lui dit qu'il veut lui donner une seconde chance. Mais bien sûr, notre prota ne comprend absolument rien à ce qui se passe, sauf qu'il se retrouve un peu plus tard dans un endroit qu'il ne reconnaît pas. Il se dit que le corbeau était probablement une relique, et d'un coup, il revoit ses jambes. Il est choqué. Il voit autour de lui des gens qui lui semblent familiers en fait. Il entend des personnes parler de l'année 2025. Il remarque alors qu'il est vraiment de retour 15 ans en arrière. Il se dit que c'est une merveilleuse opportunité car les reliques sont encore intactes dans leur tombeau aujourd'hui. Désormais, il peut avoir toutes les reliques. Il a encore toutes ses connaissances et peut devenir le plus fort. Ju Heong commence à essayer de régler tous ses problèmes. Tout d'abord, il est au commissariat parce qu'il a tapé un lycéen, mais il réfléchit déjà à comment récupérer les prochaines reliques. Actuellement, il n'a pas d'argent et pas de source de revenus, donc ça va être un peu compliqué pour lui. Et alors que la mère du lycéen essaye de le taper, il a des réflexes super rapides. Il remarque qu'il a gardé ses connaissances et expériences de ses aptitudes au combat. Comme il n'a pas d'argent à donner à la famille, il va faire un tour en cellule. Et en prison, il voit des écritures arriver devant lui. Il remarque que c'est un système de jeu. Les fenêtres qui apparaissent devant lui donnent des missions. Ju Heon remarque qu'il est le seul à voir ses quêtes. Il se dit que c'est certainement un coup du corbeau. Mais il a du mal à comprendre pourquoi il fait ça. Il y a également son ami qui vient le sortir de prison. En fait, il le considère même comme son grand frère. Cet homme, c'est un détective dans la police. Ju Heon en profite pour lui demander s'il y a eu des activités paranormales ces derniers temps. Ju Heon se dit qu'il a besoin d'argent, comme au départ, les meilleures reliques sont apparues en Europe et aux États-Unis. Et forcément, pour payer l'avion, il faut de l'argent. Alors il rencontre quelques voyous qui viennent lui parler, il commence à se battre contre eux, un peu logique, et il arrive à les battre assez facilement comme il a 15 ans d'expérience, et il remarque même qu'un des couteaux qu'avaient les voyous était une relique. C'est une des reliques qui se cache parmi les humains. Lorsqu'il prend le couteau, il voit qu'avec ce couteau, il peut voir le fonctionnement intérieur d'un être. Alors il arrive à les vaincre encore plus facilement que prévu. Il en profite même pour racketter ses voyous. Il y avait une espèce de statue qui l'intéressait, donc il la récupère et il s'en va. Et son objectif, ça va bien évidemment d'essayer de la vendre. Mais il va chez un marchand et le marchand lui dit qu'elle ne vaut absolument rien. Ju Heon découvre alors qu'il y a dedans de la drogue. En fait, c'est pour ça que les voyous l'avaient. Du coup, ça tombe un peu mal pour Ju Heon qui voulait gagner de l'argent. Mais soudain, il se rappelle d'un truc. Il sait qu'il y a une récompense pour dénoncer un trafic de drogue. Du coup, business is business, il va dire ça à la police. Et une fois que l'enquête a été faite, ils mettent les voyous en prison. Et Ju Heon va commencer à recevoir sa récompense. Quand il est de retour chez lui, il remarque qu'il y a un tombeau devant son appartement. Ça tombe bien, les soldats ne comprennent rien à la situation. Ju Heon remarque que les Américains et les Japonais sont là. Ce sont les deux pays qui étaient en avance sur les vols de tombeaux. Ils se battent pour savoir qui va avoir la relique, mais Ju Heon dit qu'aujourd'hui, c'est son tour. Il est bien évidemment beaucoup plus expérimenté qu'eux, donc il sait comment ouvrir les tombeaux. Il doit d'abord déchiffrer les runes qui sont devant, et alors qu'il est en train de la lire, une nouvelle fenêtre apparaît. Elle lui annonce qu'il peut débloquer une nouvelle capacité. Cette capacité lui permettra de maîtriser toutes les langues. Ju Heon trouve alors l'ouverture du tombeau et il entre dedans. Une fois dans le tombeau, Ju Heon remarque que les Américains et les Japonais le suivent. Alors il enclenche les pièges pour les ralentir.
Joheon est enfin arrivé dans la salle du monstre et il se dit qu'avec son couteau, ça devrait aller. Il commence alors à combattre le monstre et il explique que si on est capable de passer l'épreuve de la relique, logiquement on est récompensé avec des reliques. En complétant les épreuves et en surmontant les adversités, la relique accordera à l'utilisateur différentes capacités. Et par la suite, la relique et les utilisateurs seront liés dans une relation mutuelle. C'est ça, la relation normale qu'un humain et une relique doivent partager, mais les reliques ont toujours une haine profonde envers les humains. Et leur objectif, c'est pas vraiment de les aider, bien au contraire, ils veulent juste leur faire du mal. Donc, après avoir passé un certain temps avec ces reliques, les humains finiront par souffrir d'une maladie. Et c'est une maladie assez mortelle. Mais être atteint par des maladies bizarres mortelles, ça intéresse pas vraiment notre protagoniste, hein. Du coup, il dit bien que cette relation soi-disant mutuelle avec ces maudites reliques, il n'en a pas besoin. Il va toutes les tuer. Avec son expérience, il sait bien que cette relation mutuelle n'est pas la seule option pour les chasseurs. Il sait très bien que pour maîtriser les reliques, il faut avoir du talent. Si on ne maîtrise pas correctement la relique avec son talent, toutes les reliques peuvent l'influencer. D'ailleurs, ces talents ont été classés en 3 groupes principaux. Le premier groupe est celui de la sociabilité, la capacité de former des relations saines avec une relique. Le second groupe, c'est celui de la suprématie, c'est le pouvoir d'exiger charismatiquement l'obéissance d'une relique. Et le troisième, c'est celui de la compatibilité, la forte affinité entre les utilisateurs et la relique, par exemple un musicien et une relique instrumentale. Dans la plupart des cas, la majorité des personnes en situation de conflit utilisent la sociabilité. C'est la plus facile des trois à utiliser, mais la route à suivre devient assez difficile quand les reliques deviennent amicales, elles commencent à libérer leur aura venimeuse qui mène à cette fameuse maladie. C'est pour cette raison que cette fois-ci, Ju-Heon n'utilisera jamais la sociabilité. Il veut que les reliques se soumettent à lui. Et si la relique n'est pas prête à se soumettre, alors il brisera toutes les reliques. Ju-Heon a enfin réussi à vaincre le monstre. Il a récupéré sa nouvelle relique et également un nouveau talent. Ce pouvoir du système lui permet d'avoir une meilleure connaissance des tombeaux. Au même moment, les Japonais et les Américains sont arrivés à la pièce du donjon, mais Ju-Heon sait qu'ils sont arrivés trop tard. Il décide quand même de les observer. En fait, il hésite même à les tuer maintenant. Mais comme les Japonais et les Américains n'arrivent pas à récupérer la relique, ils se disent que quelqu'un est certainement déjà venu ici. Et après s'être moqué d'eux, Ju-Heon ferme le tombeau avec sa relique. De retour chez lui, Ju-Heon utilise sa nouvelle compétence linguistique. Grâce à elle, il peut chercher toutes sortes d'informations dans différentes langues. Il cherche surtout des informations sur son ancien boss qui l'a trahi. Plus tard, on revoit les voyous. Ils sont toujours énervés contre Ju-Heon qui les a battus, et ils veulent se venger de lui. Sauf qu'au même moment, Ju-Heon les appelle. Il leur dit qu'il sait qu'ils n'ont toujours pas abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, il leur dit qu'ils doivent aller au Midas. Le Midas est la plus grande maison de vente aux enchères secrète du monde située à Las Vegas. Cet endroit est connu pour abriter les plus grands trésors du monde. Il sait que son boss assistait à cette vente aux enchères et a mis la main sur une des reliques extrêmement puissantes dans l'ancien temps. C'est juste le meilleur endroit pour obtenir toutes sortes de reliques. Il leur dit d'aller chercher des objets et de trouver quelqu'un à la maison des enchères à Midas. Et la personne qu'ils doivent chercher utilise le nom de Jack. Jack est le pseudonyme de son boss qu'il utilise souvent. Et bien sûr, il leur dit que s'ils donnent la moindre petite fausse information, ils sont morts. Maintenant que ça c'est fait, Ju-Heon est reparti pour chasser des nouvelles reliques. Sur le chemin, il tombe sur le japonais de la veille, celui qui s'occupe de trouver les reliques en Corée. Et Ju-Heon remarque que sur lui, le japonais a une relique. Étrangement, ça commence à l'intéresser. Il remarque alors que s'il est là, ça veut dire qu'un tombeau va apparaître pas loin d'ici. Notre protagoniste hésite même à lui voler sa relique tout de suite, mais il pense que c'est trop risqué pour le moment. Mais en même temps, le japonais reçoit un appel qui lui dit que celui qui a volé la relique hier est proche de lui. Il parle évidemment de Ju-Heon, mais ils ne connaissent pas encore son identité. Du coup, le japonais commence à émettre des doutes sur lui. L'homme fonce alors sur Ju-Heon avec son arme et lui dit de ne pas bouger. Sauf qu'au même moment, le tombeau s'ouvre et tout le monde tombe. Ju-Heon remarque qu'il était déjà passé par ce tombeau dans sa vie précédente. C'est un tombeau avec plein d'armes brisées. Le fameux tombeau d'un ancien forgeron de katana. Et il ressent que cette relique a une haine particulière contre les humains. Alors qu'il est à peine entré dans le donjon, il subit déjà des attaques. Le japonais continue à viser Ju-Heon avec son arme, mais Ju-Heon ne bouge pas. Il lui dit que dans un tombeau, dans tous les cas, les armes modernes ne fonctionnent pas.
Donc il peut utiliser son pistolet autant qu'il veut, ça va servir à pas grand chose. Et en fait, c'est parce que les reliques ne veulent pas que les humains passent un moment facile à l'intérieur de leur tombeau. C'est vraiment des vicieuses. Le japonais lui demande alors comment il sait tout ça en fait. Et notre protagoniste lui dit que la relique, elle est à lui. Il prend même pas le temps de lui répondre. Il en profite même pour le jeter dans un piège et il s'enfuit. Surtout qu'il avait déjà volé la relique du japonais. Sa relique c'était le bracelet corde. C'est quelque chose qui existe dans le folklore coréen. Et grâce à cette relique qu'il vient de voler, il a amélioré son niveau dans une de ses fenêtres de jeu. Il peut désormais, en touchant seulement un objet, être capable de savoir comment l'utiliser correctement. Et sa capacité à réparer les reliques a augmenté. Il est désormais au rang F. Quand il continue dans le tombeau, il remarque qu'il est dans un piège sacrificiel. Pour gagner le pouvoir de la relique, il doit tuer 10 humains. Mais ça plaît pas trop à Joo-heon. Il l'avait déjà expliqué plus tôt. Il ne tuera personne alors qu'il peut tout simplement dominer la relique. Il dit à la relique que ce n'est pas à elle de le tester, mais à lui. Il lui dit de lui obéir. Et notre héros, c'est pas un rigolo, hein. Il arrive alors à la maîtriser et il met également une corde pour que tous les civils arrivent à sortir du tombeau. Et alors qu'il est en train de sortir, il retrouve même le japonais. Il lui demande des informations, mais le japonais continue à mentir à Joo-heon. Même alors qu'il avait prouvé sa supériorité, il continuait de faire l'ancien. Donc, quand ils étaient en train de remonter à la surface, Joo-heon lui dit qu'il ne travaillera jamais pour des ordures pareilles. Il ne refera plus l'erreur qu'il a faite dans sa vie précédente. Et il écrase alors le japonais et le rejette au fond du tombeau. Au même moment, le tombeau se referme sur lui. Un peu plus tard, Joo-heon débloque une nouvelle fois des nouveaux pouvoirs grâce au système. Il gagne une relique de guérison qui est très rare, parce qu'en effet, il a été blessé parce qu'il avait refusé de faire le test et a choisi de dominer la relique. Parce que bien sûr, comme ça apporte beaucoup d'avantages, il y a également des inconvénients qui arrivent avec. Et sinon, dans le monde entier, les tombeaux et les reliques commencent à se démocratiser. On voit justement qu'à la télé, beaucoup de médias commencent à en parler, et ça plaît pas à tout le monde. Notamment au gouvernement japonais qui est très vexé. Désormais, les médias ne parlent que de reliques et de tombeaux, et les Japonais veulent absolument que Joo-heon soit éliminé. Ils commencent à perdre leur monopole, tout ça à cause de ce gars-là. Donc leur prochaine mission est d'aller le tuer. Mais bon, on commence à connaître notre protagoniste, de son côté il est plutôt tranquille. Il commence à découvrir et tester ses nouvelles capacités, mais il se demande surtout qu'est-ce que le corbeau prépare. Quels avantages trouve-t-il pour lui accorder tous ses atouts comparés aux autres? Bon, sinon, un peu plus tard, les voyous appellent Joo-heon. Ils sont actuellement à Las Vegas pour faire leur mission à la vente aux enchères, et ils disent qu'il y a 3 personnes qui portent le nom qu'ils cherchent. Joo-heon dit alors qu'il doit venir vérifier lui-même. Sauf qu'à ce moment-là, le système ouvre encore une fenêtre. C'est le guide du futur. Joo-heon leur dit alors qu'il va les rejoindre, mais il doit d'abord visiter un endroit. Avec ce qu'il vient de découvrir, Joo-heon a désormais un objectif clair. Il veut récupérer le guide du futur du prince Shotoku. Cette relique est une des premières reliques à être intégrée dans la société humaine, sauf qu'au lieu de créer un tombeau, la relique a choisi son propre propriétaire d'elle-même. Sasaki Yuka, c'était elle que le guide du futur avait choisi comme propriétaire. Le guide la suivait toujours peu importe où elle allait. Même après avoir déchiré, brûlé, abandonné le guide, il se montrait toujours devant elle. Alors, le gouvernement japonais lui a demandé de l'aide afin d'utiliser le guide pour l'équipe des fouilles japonaises. Et grâce à son aide et bien sûr la relique, les équipes des fouilles japonaises étaient capables de collecter de nombreuses reliques. Mais plus tard, un autre lecteur des reliques du futur pourrait surpasser ses compétences, ce qui pourrait la tuer. Donc Joo-heon, qui avait à la base prévu de la laisser tranquille, doit finalement aller la retrouver. Et comme ça, il évitera qu'elle se fasse tuer aussi facilement. On voit Sasaki de son côté, elle est appelée pour lire le guide du futur, et alors qu'elle allait le lire, comme à son habitude, elle crie. Elle dit que le livre dit qu'elle va mourir, et cette fois-ci, elle est sûre d'elle. Elle explique justement au gouvernement japonais que c'est certainement à cause du coréen. Inutile de préciser qu'elle parle évidemment de Joo-heon, mais les autres japonais lui disent de continuer à observer le guide. Car grâce au guide, elle peut toujours le traquer et savoir où il est. Ils veulent en profiter pour le tuer une bonne fois pour toutes. De son côté, Joo-heon a volontairement menacé Sasaki. Il a écrit lui-même dans un carnet qu'elle allait mourir. C'était son objectif qu'elle découvre ça. Et du coup, il attend tranquillement que les Japonais l'attaquent. Il est posé à l'aise chez lui, il se doute que les Japonais sont arrivés,
Ils ont également apporté Sasaki avec eux pour qu'elle établisse un contact visuel avec Ju-Heon. Quand elle l'aura vu, le marquage sera complet. Ils seront du coup en mesure de tout savoir sur lui après ça. Et alors que Sasaki est ici uniquement pour l'observer et repartir, quand elle entre dans la pièce, elle est choquée de voir que Ju-Heon est aussi beau. Elle est juste tombée sous son charme. Et bien sûr, les autres japonais qui sont en dehors de la pièce pensent qu'elle essaye de lui soutirer des informations. Autant vous dire que personne ne comprend ce qui se passe, pas Ju-Heon lui-même. Comment peut-elle réagir de cette façon alors qu'elle est dans une situation pareille? Mais peu importe, c'est pas notre protagoniste qui va se plaindre, au contraire, il va bien en profiter. En fait, quand il était venu ici, il avait déjà tendu un piège aux japonais qui étaient devant la porte. Du coup, il les a directement attachés et il s'enfuit. Ju-Heon va alors avec Sasaki dans un restaurant. Il lui dit qu'il sait qui elle est vraiment, mais que son objectif n'est pas de la tuer. Au lieu de s'attaquer à elle, il s'attaque à la relique. Et il a également débloqué une nouvelle capacité dans son système. Il est désormais le destructeur de reliques maléfiques. Et ses capacités à détecter les reliques sont également montées au rang E. D'autres soldats sont arrivés, ils veulent encore une fois tuer Ju-Heon, mais il arrive bien sûr à les vaincre assez facilement. Et aussitôt qu'il a détruit la relique, il reprend directement l'avion. Il s'en va, il sait que le guide avait un lien avec son ancien directeur, et justement, son guide lui annonce que dans un mois, il devra se diriger vers le monde souterrain où l'endroit est le plus propice à l'avidité. En ce lieu commencera le présage de la plus grande calamité du monde. Ju-Heon fait directement le lien avec la maison de vente aux enchères souterraine de Las Vegas. À Las Vegas, les voyous qu'il a envoyés sont toujours là-bas, et la grande calamité dont parlent les prédictions du guide est probablement ce qui est appelé la grande catastrophe. La grande catastrophe est un événement décrivant au monde l'influence des reliques. C'est après cet événement que le monde entier a pris connaissance des tombeaux, et la découverte des reliques a drastiquement augmenté. Mais dans ses souvenirs, la grande catastrophe n'avait pas commencé si tôt. Dans tous les cas, Ju-Heon va s'y rendre pour récupérer la relique qui est là-bas. De l'autre côté, on voit deux personnes assez mystérieuses qui parlent de la destruction du guide. Ils travaillent en fait pour l'entreprise pour laquelle travaillait également Ju-Heon il y a 15 ans. Ils se disent qu'ils devront garder un œil sur lui car ils aimeraient bien l'engager, mais ils se doutent que ça va pas être si facile que ça, hein. Une personne aussi forte que lui doit être dans leur rang. Bon, c'est ce qu'ils se disent. De retour du côté de Ju-Heon, il est enfin arrivé à Las Vegas. L'équipe qu'il avait envoyée pour chercher Jack est aussi là. Quand ils sont ensemble, Ju-Heon leur demande ce qu'ils ont trouvé. Son équipe donne 3 documents relatifs aux personnes avec les initiales JK. Bon, c'est Jack quoi. Ju-Heon est content du travail qu'ils ont fait. Il se dit que ces gars sont plutôt utiles finalement. Et quand notre protagoniste observe les dossiers, il en trouve un et se dit que c'est définitivement lui, le directeur. Et si le directeur est là, ça veut dire qu'il y a une relique précieuse dans cette vente aux enchères. C'est décidé, il dit donc qu'il va participer à cette vente. Cependant, son équipe lui dit qu'il n'y aura pas l'argent nécessaire, hein. Cette vente aux enchères est réservée uniquement aux personnes extrêmement riches, sauf que notre protagoniste a une idée bien concrète. Ils sont à Las Vegas, la ville des jeux. Alors, il compte jouer à des jeux d'argent pour gagner de l'argent. Lorsqu'il joue, il gagne très rapidement. Étrangement, son équipe est choquée. Comment est-ce qu'il est aussi fort? Il se fait même fouiller par le casino car c'est le premier jackpot de l'histoire. Et il trouve quelque chose sur lui, il lui demande ce que c'est, mais au final, il pense que c'est simplement un souvenir ou un espèce de porte-bonheur. Sauf qu'en fait, ce couteau est la hache d'or déguisée. C'est une des reliques qu'il a gagnées plus tôt. Et il a en fait changé la forme de sa relique. La hache d'or a la capacité de détecter la richesse et les objets de valeur. Et notre prota sait qu'il aura besoin de beaucoup plus d'argent pour rivaliser avec le directeur. Donc il va faire le tour des autres casinos, et avec un glitch pareil, il va continuer de gagner, de gagner, de gagner, etc. Pendant qu'il récupère son argent, son autre relique l'alerte que des ennemis sont autour de lui. Notre protagoniste commence à être dans un état de stress. Il n'y a pas de tombeau autour, alors comment c'est possible? La relique ne devrait pas réagir. Sauf qu'au même moment, il rencontre une femme. Et il a l'air de la reconnaître. Il avait vraiment pas prévu de la rencontrer ici. Il comprend alors pourquoi la relique réagissait. Cette femme est Irène. C'est la plus jeune fille de la famille Hilton. Mais c'est pas tout. À l'époque, il y avait des utilisateurs de reliques qui étaient au-dessus de tous les autres. Et ces utilisateurs avaient une autorité absolue sur l'ère des reliques.
Parmi eux, Irene Hilton, c'est l'utilisatrice d'une relique très effrayante. Elle était la reine de l'échec. Tout ce qui était autour d'elle recevait une extrême malchance. Elle a notamment créé une crise financière à une échelle mondiale, et c'est pour cette raison qu'il faut l'éviter à tout prix. Mais alors qu'ils essayent de s'enfuir rapidement, Irene appelle Joo-heon et sa bande. Ah, sauf que maintenant, il peut plus s'enfuir, car Irene l'a touché et ses reliques subissent des dommages. Son aura sinistre a été détectée. De leur côté, les collègues de Joo-heon qui étaient restés à côté de la femme ont tous fini au sol. Joo-heon qui voulait gagner encore plus d'argent ne peut plus désormais. Et en plus, ça va bientôt être l'heure de la vente aux enchères. Quand il arrive dans la pièce, Joo-heon rencontre Si-woo. C'est lui l'homme qu'on avait rencontré plus tôt et qui disait vouloir engager Joo-heon qui avait détruit le guide. Sauf que il sait pas encore que c'est Joo-heon. Si-woo dit justement à notre protagoniste de s'en aller car c'est réservé aux VIP, et ce gars-là c'est en fait le bras droit du directeur. D'ailleurs, en parlant du directeur, notre protagoniste l'a enfin revu, et ça lui a fait un petit quelque chose. Bon, bien évidemment, ils se connaissent pas encore pour le moment. Il va alors se poser dans la salle, mais c'est maintenant que les problèmes commencent. Il voit que Irene l'a suivi. Elle lui dit justement qu'elle semble causer le malheur à ceux qui l'entourent. Du coup, elle l'a suivi parce qu'elle veut que sa chance soit aussi bonne que celle de Joo-heon. Elle veut vraiment rester auprès de lui. À cause d'Irene qui est en face de lui, Joo-heon reçoit un message d'un système. Il lui annonce qu'il a réussi à créer une tolérance aux effets de la relique et que désormais, il est protégé face au malheur d'Irene. Et ça tombe vraiment bien. Parce que grâce à ça, il n'a plus aucune raison d'éviter Irene. Et bien au contraire, avoir Irene autour de lui, ça lui permettra d'augmenter sa tolérance. Mais par-dessus tout, elle peut l'aider lors de la vente aux enchères en ruinant la chance des autres participants. Joo-heon se dit qu'il peut alors faire un bon usage de cette femme. Elle peut l'aider à vaincre le directeur. Il lui propose alors de se joindre à lui pour la vente aux enchères. Et étant donné qu'elle est très riche grâce à sa famille, ça lui pose aucun problème. Les enchères commencent alors. Et bon, on pouvait s'en douter, à cause d'Irene, en 3 minutes, les participants à la vente aux enchères étaient divisés par deux. La plupart sont partis pour s'occuper de leur malheur, mais malgré tout, le directeur, lui, est toujours là. Ça signifie donc qu'il y a quelque chose qu'il veut vraiment à cette vente aux enchères. Joo-heon, qui est à côté d'Irene, voit qu'elle a un comportement totalement différent de ce qu'elle connaissait avant. Il y a un gros contraste avec ses souvenirs d'elle dans le passé. En plus, il ne semble pas qu'elle joue la comédie, et ce qui est encore plus bizarre pour notre protagoniste, c'est qu'elle ne semble rien savoir sur les reliques. Et il se demande comment c'est possible. Sauf qu'il réalise qu'il y a une possibilité. Il se dit que c'est possible qu'elle ne connaisse rien aux reliques à condition que la relique se soit attachée à elle sans son consentement. Donc la reine de l'échec serait finalement une personne qui au début avait bon fond. C'est à cause de sa relique qui s'est attachée à elle qu'elle est devenue une destructrice dans le futur. Les ventes aux enchères sont presque finies, Joo-heon a réussi à récupérer les meilleures reliques grâce à la présence d'Irene. Il a malgré tout dû laisser le directeur récupérer quelques reliques, mais ce n'étaient pas les plus utiles. Malgré tout ça, la puissante relique mentionnée par la prophétie n'a toujours pas été révélée. Et alors qu'il était sur le point de partir, la fameuse relique apparaît. Mais le directeur sait aussi que cette relique est importante. En fait, elle est juste extrêmement puissante. Dans son ancienne vie, elle a permis au directeur de mettre une laisse sur la vie de Joo-heon. En le soignant, la relique a rendu Joo-heon comme un chien du directeur. Et le directeur se doute qu'elle va lui être très utile. Donc dès le début, il met un prix énorme. Mais Joo-heon ne peut plus suivre. Il a plus assez d'argent. Donc il propose à Irene d'enchérir à sa place. Et il lui dit que si elle arrive à obtenir l'objet, il lui enseignera sa méthode pour ne plus être malchanceuse. Irene, qui est abusément riche, accepte et elle dit qu'elle ne perdra jamais un duel qui concerne l'argent. Logiquement, Irene a finalement battu le directeur et a récupéré la relique pour 500 millions. Et désormais, c'est à Joo-heon de remplir sa part du contrat et de lui enlever sa malchance. Il lui demande donc si elle porte toujours un objet ou un espèce de tatouage sur elle, parce qu'il a besoin de le toucher pour essayer d'extraire la relique. De manière générale, les reliques sont divisées en deux grandes catégories. Les reliques consommables et les reliques de possession. Les tatouages qui apparaissent sur le corps de l'utilisateur sont des reliques de possession. C'est la raison pour laquelle Sasaki porte également un tatouage sur son bras. Elle avait reçu ce tatouage après avoir utilisé le guide du futur. Et en créant un lien, le tatouage se forme comme un signe indiquant que l'on devient maître de la relique. Tout le monde peut utiliser les reliques consommables, mais ces reliques ont une limite d'utilisation interne. Et contrairement à ces reliques, les reliques de possession n'ont pas de limite d'utilisation, mais ne peuvent être utilisées que par leur utilisateur. Irene lui montre alors ses tatouages.
La relique d'Irène est une relique de type parasite. Ces reliques sont assez rares et elles résident dans le corps de l'utilisateur. Étant donné que cette relique est beaucoup trop puissante pour Joo-Heon pour le moment, il ne pourra pas l'extraire. Il pensait que ce serait facile. Donc il donne son numéro à Irène. Il lui dit que quand ils auront plus de temps, ils essaieront de trouver une solution ensemble. Comme il peut pas l'extraire, il se dit que faire d'elle son allié sera plus intéressant. Un peu plus tard, Joo-Heon va récupérer ses reliques. Il appelle sa bande qui doivent lui apporter son argent et l'aider à apporter les reliques, sauf qu'ils répondent pas. Ils ont en fait essayé de s'enfuir avec l'argent de Joo-Heon. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas essayé d'arnaquer la bonne personne. Bien évidemment, Joo-Heon va les rattraper très rapidement. Quand il arrive en face d'eux, il utilise une des reliques qu'il a acquises dans la vente aux enchères. Cette relique est un livre de loi. Elle fonctionne avec un principe simple. Œil pour œil, dent pour dent. Désormais, tant qu'ils ne trahissent pas, il leur arrivera rien de mauvais. Mais s'ils tentent de le trahir une seule fois, leur corps sera déchiré en morceaux. Il leur dit que c'est comme s'ils avaient un contrat d'esclave avec lui. C'est simple, maintenant, ils travaillent pour lui. Et Joo-Heon leur propose même de gagner plus d'argent que ce qu'ils essayaient de voler, mais ils devront simplement faire leur travail correctement. Le lendemain, il les appelle justement pour élever l'arbre. C'est en fait la relique surpuissante qu'il a gagnée avec Irène. En fait, Joo-Heon avait déjà rempli un contrat avec elle la veille, mais l'arbre était tellement bruyant qu'il a même pas réussi à dormir. Cette relique déteste les humains et les utilisateurs qui ont des traits de domination. Généralement, il préfère les utilisateurs avec des traits de sociabilité. Au même moment, le directeur l'appelle. Le directeur sait que c'est lui qui a récupéré l'arbre, mais Joo-Heon répond simplement que si ça concerne l'arbre, il a absolument rien à lui dire. Il raccroche le téléphone. Le directeur s'énerve, Si-woo dit à leur président qu'ils doivent récupérer l'arbre. Il demande l'autorisation à utiliser les reliques de l'entreprise pour s'occuper de Joo-Heon. Il pense que Joo-Heon est une personne ordinaire. Joo-Heon, de son côté, sait très bien que le directeur est le genre de personne qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre la main sur la chose qu'il a vue. Il sait pertinemment qu'il va pas abandonner comme ça. Et quand il va essayer de le retrouver, il va juste vouloir le tuer. Joo-Heon cherche le directeur, mais il tombe finalement sur Si-woo. Si-woo remarque également Joo-Heon et il va vers lui. Mais il est tombé dans le piège de Joo-Heon. Joo-Heon a pour objectif de récupérer la relique de Si-woo. Quand Si-woo lui parle, Joo-Heon se moque complètement de lui. Et alors qu'il commence à l'attaquer, sa relique ne fonctionne même pas. C'était justement l'objectif de Joo-Heon. Comme il l'a énervé, Si-woo a perdu le contrôle de la relique. Il n'a pas pu l'utiliser. Il en profite pour lui voler la relique. Il l'utilise même contre Si-woo. Le pouvoir de la relique est simple. Si vous touchez cette poudre, vous perdez conscience et vous deviendrez un zombie. Ouais, un zombie. Et grâce à ça, il a pu gagner du temps. Le directeur ne va pas partir tout de suite à sa poursuite. Joo-Heon décide alors de quitter cet endroit. Il a récupéré pas mal de reliques, maintenant il doit tout simplement les ramener en sécurité. Et grâce à ce qu'il a obtenu, il pourra même en récupérer encore plus. Sauf qu'avant de s'en aller, le deuxième homme de main du directeur arrive devant Joo-Heon. C'est une des femmes qu'on a rencontrées précédemment. Elle est là pour lui proposer un contrat, sauf qu'il refuse évidemment. Et très vite, il commence à s'embrouiller. Il sort même la relique pour la combattre, mais elle sait qu'il l'utilisera pas parce qu'ils sont dans un lieu public. Sauf que Joo-Heon y dit qu'il s'en fout, hein. Peu importe si le monde découvre l'existence des reliques. Vu la situation dans laquelle elle est, elle utilise également sa relique pour combattre. Il réutilise même la relique œil pour œil, dent pour dent, et elle se fait alors vaincre par sa propre attaque. Et en plus, elle est devenue folle à cause de la relique de la poudre qu'il avait touchée. Joo-Heon récupère également la relique qu'elle avait, sauf qu'au même moment, il entend une voix. La voix lui dit que l'endroit dans lequel il est va bientôt tomber dans le chaos. Joo-Heon remarque que c'est la voix du corbeau. La voix lui dit de le suivre. Elle lui dit qu'il va regretter s'il n'écoute pas ses conseils. Sauf qu'au même moment, le directeur arrive. Lorsqu'il arrive, les autres autour de lui sont paralysés. Il est très puissant. Mais Joo-Heon réagit rapidement avec ses couteaux. Il arrive à passer derrière lui, le directeur est choqué du niveau de Joo-Heon. Il attaque même Joo-Heon mais ça ne fait rien. C'est parce que Joo-Heon a réussi à lui voler sa relique. Il lui a volé quand il est passé derrière lui. Mais le directeur a plusieurs reliques sur lui, il continue à l'attaquer. Mais cette relique qu'il utilise réside dans son corps, il ne pourra donc pas lui voler. Alors qu'ils vont continuer leur combat, une voix leur dit de cesser immédiatement leurs agissements. Le corbeau arrive et dit que c'est un lieu dangereux où les vicieux chiens chacals dorment. S'ils ne cessent pas leur pouvoir, ils se réveilleront de leur sommeil. Joo-Heon comprend alors que cet endroit est la relique d'Anubis. Mais de son côté, le directeur n'a rien compris. Il pense que le corbeau est aussi une relique et essaye de la capturer.
Finalement, une quantité anormale d'aura mortelle est apparue, et la quantité anormale de puissantes reliques qui peuvent causer l'apocalypse a surgi. Donc la grande catastrophe a lieu. L'aéroport était finalement bien le tombeau de la relique d'Anubis, et le monde entier s'est transformé en tombeau géant. De malveillants tombeaux égyptiens ont commencé à apparaître dans le monde entier. Juhéon se souvient que dans sa vie précédente, ça lui avait pris 3 mois pour finir un tombeau créé par la grande catastrophe. Sauf que les choses sont différentes maintenant. Donc il se dirige directement vers le maître du tombeau, mais le directeur ne veut pas arrêter son combat contre Juhéon. Il reste très puissant et arrive même à maîtriser Juhéon, mais le pouvoir du directeur ne fonctionne pas totalement. Et au même moment, un monstre apparaît. Il libère notre protagoniste de l'emprise du directeur. Il comprend que c'est à cause de lui que la relique du directeur ne marchait pas totalement. Mais le monstre qui est apparu est extrêmement violent et malveillant. Il est connu pour détruire la vie de n'importe quelle personne qui le détient. Leur objectif est de détruire ces misérables humains. Il commence donc à les attaquer. Comment va-t-il s'en sortir et pourquoi le mystérieux corbeau est venu protéger Juhéon? Bah, on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, avant de vous quitter, j'aimerais encore une fois vous remercier pour tout le soutien. Et je vous le précise encore une fois, mais la meilleure chose pour me soutenir, et pour que je continue de vous faire des vidéos encore plus régulièrement, c'est juste de vous abonner, de liker la vidéo, et même de mettre un petit commentaire, tu connais. En tout cas, merci à tous ceux qui participent à l'agrandissement de la chaîne, et sur ce, moi je vous laisse, à bientôt.